Il y a eu un code des investissements, enfin on ne sait pas s'il est définitivement retenu, s'il va être revu encore au niveau du Parlement, qui est supposé permettre de lever un petit peu les obstacles qui ont jusqu'à aujourd'hui été une entrave. On peut rappeler que depuis 2019, on est quasiment à l'arrêt dans les investissements. On a levé la main sur d'anciens projets. Est-ce que donc vice-président, premier vice-président de l'UR, mais aussi vice-président du CREA, peut-être pas à ce titre, mais au titre de l'assureur. Comment Hassan Khelifati commente le nouveau code des investissements? Très bien. Je préfère préciser que je vais parler au moins en tant qu'investisseur ou opérateur ou acteur de l'économie nationale. Je ne vais pas parler au nom, je vais pas engager le CREA sur le débat. Bien que nous sommes très... Le CREA a participé activement parce que lors de la rencontre du Premier ministre, on a remis 38 propositions. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup de propositions ont été retenues ou dans le texte global. Mais en tant qu'opérateur, je dirais que c'est une bonne avancée si on arrive à compléter le projet de loi avec les textes d'application et avec la loi sur le foncier industriel ou la fameuse Agence nationale du foncier industriel. C'est une avancée parce qu'on a clarifié beaucoup de choses, même si peut-être ça ne satisfait pas tout le monde, mais je dirais que c'est une bonne avancée par rapport à ce qui a été avant, ou les deux derniers projets qui étaient beaucoup moins avancés, de mon point de vue, de ce que j'ai su et de ce que... D'abord, la première clarification, la première avancée, c'est qu'aujourd'hui, le CNI a été clarifié dans ses missions. Il définit les politiques d'investissement. Il n'a plus de rôle délibératoire sur les projets, c'est-à-dire c'est l'agence de l'investissement qui s'occupe à travers le guichet unique. L'agence d'investissement qui passe par le guichet unique, il y a les guichets nationaux, les guichets régionaux, mais les membres de cette agence, ils ont la qualité, c'était clair dans le communiqué, qu'ils ont une qualité décisionnelle et qu'ils ne dépendent plus de leur tutelle pour prendre des décisions, et la protection juridique y afférente. C'est déjà, je pense, c'est une bonne chose. Le fait que l'agence de l'investissement a été placée sous la tutelle du Premier ministre directement, c'est une très très bonne chose. Le fait aussi que on a donné des garanties aux investisseurs internationaux pour le transfert de leurs dividendes et la garantie qu'ils peuvent transférer leurs dividendes, c'est une très bonne chose. Aussi, ça c'est une chose sur laquelle on a milité depuis toujours, bien que ça nous a valu beaucoup d'inimité avant, et même sur ce plateau et sur l'autre des autres, moi j'avais toujours milité pour la pénalisation de l'acte de blocage de l'investissement. C'est pour la première fois où la première autorité du pays parle de ça, et clairement, et aussi contre le fait que le président insiste et parle de la digitalisation, de la transparence, de la traçabilité, il parle aussi du fait que l'administration doit être un partenaire, ne doit pas plus être... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'administration, elle se considère au-dessus de la loi, où elle est au même niveau que l'opérateur. C'est-à-dire elle représente l'État, mais elle doit l'accompagner, elle doit le protéger, mais elle doit aussi lui faciliter la tâche. Et s'expliquer sur ces décisions aussi, avec des délais. Moi, je l'avais dit il y a quelques années, j'avais insisté, mais à chaque fois, c'est le rôle de la justice, parce que moi, en tant qu'opérateur, si quelqu'un ne veut pas appliquer la loi, je ne vais pas avoir le wali. Je vais lui intenter un procès. On a abus de pouvoir. Voilà, abus de pouvoir. Non seulement il est sanctionné, mais je suis indemnisé aussi en tant qu'opérateur. Et c'est ça qui va mettre chacun devant ses responsabilités, parce que aujourd'hui, c'est bien que le président il ait fait que 800 projets ou 900 projets soient débloqués à travers le médiateur de la République, mais la question qu'on se pose aussi, pourquoi ces projets ont été bloqués? Et parce que le médiateur de la République ne peut pas passer sa vie à courir à débloquer les projets. Il faut que la loi permettra
aux opérateurs dans tous les domaines, n'importe quelle région du pays, quand l'administration elle est en abus de pouvoir, il ne va pas demander audience ni au wali, ni au ministre, ni au supérieur. Il va aller en justice. La justice, non seulement le rétablira, sanctionnera le fonctionnaire qui a abusé ou qui n'a pas voulu appliquer la loi, parce qu'il y a deux façons de voir. Appliquer la loi, prendre des décisions ou ne pas prendre des décisions. Parce que ne pas prendre des décisions, c'est une décision. Et qui peut tuer même une entreprise, que ce soit dans une... et aussi... D'ailleurs, c'est le processus le plus fréquent. Voilà. De ne pas prendre de décision. Et aussi, maintenant, bien sûr, il y a d'autres lois qui doivent sortir rapidement parce que ce dispositif ne suffit pas. La dépénalisation de l'acte de gestion. Et aussi la mère des réformes, la réforme financière et bancaire. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. On sait qu'au niveau de la Banque d'Algérie, il y a un texte, au niveau il y a une LMC, la loi sur la monnaie des crédits, elle est en train d'être revue. J'espère que d'ici la fin de l'année, on aura une nouvelle mouture qui va libéraliser l'activité, qui va ouvrir des champs, surtout notamment pour la banque numérique, pour toutes ces nouveautés qui sont dans le marché, pour absorber aussi la surliquidité, l'informel et tout ça. Parce que la politique monétaire, c'est la Banque d'Algérie qui va la définir. Pour rester sur le code des investissements, qui est déjà peut-être un premier jalon sur cet itinéraire, le cercle d'action et de réflexion de l'entreprise, lui, il a un point de vue un peu différent. Il dit que le maintien du système des avantages fiscaux est obsolète, il est dépassé dans le monde et qu'il risque de causer plus de problèmes qu'autre chose de l'avoir maintenu. Je suis membre fondateur du CAIR depuis 20 ans, donc certainement que je partage l'avis et je l'ai même défendu publiquement dans des interviews. Effectivement, moi j'ai toujours dit que l'opérateur algérien, moi, de mon point de vue, donnez-nous la loi transparente et laissez-nous travailler, et bien sûr avec des fiscalités claires, et parce que celui qui donne l'avantage, il a le droit de contrôler et ça devient un chantage indirect. Et donc il vaut mieux renoncer à l'avantage. Non, il faut parce que l'opérateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la flexibilité, la transparence et l'application de la loi. S'il a ça, il fait ses calculs, comment rentabiliser son affaire, il n'a même pas besoin d'avantages ni fiscal ni parafiscal. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le monde a évolué. Aujourd'hui, je pense que c'est un objectif qu'il faut réfléchir à changer de fusil d'épaule et de dire je ne donne plus d'avantages, peut-être pour des choses exceptionnelles, mais je donne un cadre transparent, applicable et une fiscalité transparente et qui est pour tout le monde. Et comme ça, un opérateur, nous les opérateurs, on va faire nos calculs, on sait que la loi, ce qu'elle prévoit, en termes de TVA, en termes de différentes taxes, en termes de droits et de devoirs, mais aussi en face, nous avons une administration. C'est une autre approche. Non, voilà, mais qui connaît ses droits et ses devoirs. Et nous avons un arbitre qui est la justice en cas d'abus de l'un ou de l'autre.